Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Théa. Alors je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout, mesdames et messieurs, vous inviter à les lire. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Nicole Mbala qui va donc nous parler de son livre Le silence des infortunes. Bonjour Madame Nicole Mbala. Bonjour Judith. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de me recevoir sur le plateau de Parlons des livres. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, nous allons donc parler du silence des infortunes. Vraiment, moi, je me suis régalée. Alors, avant de parler du livre, Madame Mbala, je vais vous demander de vous présenter brièvement aux personnes qui nous regardent, leur dire qui est Nicole Mbala, si vous le voulez bien. La présentation va être vite faite. Je suis Nicole Mbala, je suis journaliste, je suis poétesse et écrivaine, je suis autrice de 2 romans, Les Calebasses brisées, Le silence des infortunes. Mais entre les deux, j'ai écrit un recueil de poèmes que j'ai intitulé L'étoile et ma demeure, cité en 2020. Voilà. Je travaille dans une entreprise parce que à côté de ma formation de journaliste, j'ai un MBA, un Master of Business Administration. Voilà, je suis maman. Voilà. Super. Multifonctionnel. Alors, le livre, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, on voyage, on se retrouve à Bonabel. Et il y a plusieurs thématiques que j'ai notées, des thématiques majeures d'ailleurs. Le poids du silence et des non-dits. Il y a la condition féminine, il y a la résilience, la quête de soi, les injustices sociales, l'espoir et la lumière. Vous voyez, malgré tous ces petits déboires, il y a l'espoir et la lumière. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire de votre roman, Le silence des infortunes? Le silence des infortunes s'inspire d'une histoire réelle. C'est l'histoire d'un industriel camerounais qui a vu son usine anéantie par une multinationale toute puissante au début des années 90. Cet industriel camerounais avait décidé de mettre sur pied une usine de fabrication de lait pour pouvoir offrir aux Camerounais du lait de bonne qualité à moindre coût. Mais très vite, il s'est retrouvé, il a été le premier concurrent de cette multinationale qui a décidé de lui mener un petit peu la guerre après la dévaluation du franc CFA. Vous savez, à l'époque, avec la dévaluation, la vie était devenue un peu plus chère. Alors, pour garder son bénéfice, cet industriel camerounais va faire passer son lait de 700 à 1400 francs CFA. Et la multinationale va riposter en mettant sur le marché un lait qui coûte 1000 francs CFA. Et donc, très vite, les marges de l'industriel vont se retrouver, vont se réduire. Et il va porter plainte contre la multinationale parce qu'il se rend compte que son lait n'est pas de bonne qualité. Il va envoyer un échantillon du lait de la multinationale en France et là, le poteau rose est découvert. Le lait de la multinationale ne contient pas de protéines animales. Donc, c'est du faux lait qui est sur le marché. Il va donc porter plainte contre la multinationale, mais la multinationale, comme je l'ai dit, elle est toute puissante. Elle va corrompre toute la chaîne et finalement, l'industriel camerounais va se retrouver face à la justice et même s'il a gagné, entre guillemets, il ne va plus retrouver le pouvoir qu'il avait avant pour relancer son usine. Donc cette usine-là, elle est toujours là, au même endroit, les arbres ont poussé, les cuves sont là, mais elles ne servent plus à rien. Donc c'est une histoire que j'ai découverte comme ça sur le net et j'ai voulu en parler, surtout présenter les dégâts collatéraux.
Parce que vous savez, quand une usine est mise à l'arrêt, c'est des centaines de personnes qui se retrouvent au chômage. Et voilà, avec leur famille, voilà, un salaire en Afrique nourrit des dizaines, un seul salaire, pardon, peut nourrir 2, 3 familles. Parce qu'on a toujours quelqu'un dans la famille qui travaille pas, et on a toujours à la maison des neveux, des cousins qu'on aide. Voilà. Donc tout ce monde-là va se retrouver dans une situation délicate, et ce sont ces personnes-là que j'ai voulu présenter. J'ai vraiment voulu dire qu'on n'oublie pas que quelque part, quelque chose s'est passé, quelque chose de terrible. Voilà. Oui, les dégâts causés par les toutes puissantes multinationales, effectivement. Oui. Vous énumérez un petit peu l'érosion des sols, empoisonnement des eaux, déforestation, et puis expulsion sauvage aussi, hein, avec droit de propriété extorqué, détourné, sous prétexte d'utilité publique. Oui, vous en parlez. Alors, pourquoi avoir choisi le silence comme élément central de votre récit? Le silence. Le silence, c'est le silence dans le roman. Il est à la fois une armure pour toutes c'est un silence protecteur pour tous les personnages. Il y a 3 mamans, Asta, Émilie et Mérancia, qui ont adopté le silence comme une protection, comme une armure, parce qu'elles se sentent bien dans ce silence-là. C'est un silence qui cache des non-dits, des méfaits aussi. C'est un silence qu'on porte comme un vêtement d'apparat pour dire que tout va bien, alors qu'en dessous, ça ne va pas du tout. Ce sont des femmes, des écorchées vives qui refusent de perturber le monde avec leurs problèmes. Donc elles s'emmurent dans le silence. Ce sont également des femmes qui ont honte de ce qu'elles vivent, de ce que font leurs filles. Leurs filles se prostituent. Elles ne veulent pas en parler. Donc elles s'entourent, elles s'enferment dans ce silence-là. Ce silence-là est un voile, c'est une cape qu'elles portent. Et ceux qui les croisent ne savent pas ce qu'elles vivent. Elles sont les seules à le savoir. Donc, mais chacune de ces femmes a une histoire avec le silence. La première, Tantine Asta, elle a perdu son mari pendant la guerre de la France au Cameroun. C'était dans les années entre 1955 et 1961 qu'elle a perdu son mari. C'était un indépendantiste qui a été tué dans la forêt. Il a été capturé dans la forêt. Il a été assassiné. Son corps a été traîné jusqu'au village. Et là, il y a eu un enterrement sommaire. On a creusé un trou, on l'a jeté dans ce trou-là et on a interdit à Tantine Asta de pleurer. Elle n'a pas pleuré, son mari n'a pas eu de rite traditionnel. Donc, elle est dans le silence depuis ce jour-là. Tantine Émilie, elle est silencieuse depuis que son mari a été retrouvé mort dans un caniveau. C'était un ancien employé de Cocolet, qui est dans l'usine de fabrication de lait qui appartenait au père de Cocotte, le personnage principal. Elle aussi ne parle pas depuis ce jour-là. Et puis, il y a la mère de Cocotte, qui elle aussi est silencieuse depuis que son mari s'est volatilisé, la laissant seule avec 4 enfants. Et le silence qui unit maintenant, après cette histoire personnelle que chacune a avec le silence, il y a aussi ce silence-là qui les unit, qui les réunit. C'est le silence autour de la prostitution de leur fille. Voilà. Donc tout le monde est silencieux. Cocotte aussi est silencieuse. Elle ne peut pas tout dire. Elle ne peut pas tout dire. Parce que elle est travailleuse. Elle nourrit la famille. Elle doit nourrir une famille. Donc bon voilà, elle brave ce qui lui arrive en pensant, elle est focus sur ce qu'elle gagne. Les mamans aussi sont focus sur ce que les filles rapportent. Donc voilà, on ne va pas casser la branche sur laquelle on est assise en parlant.
On ne va pas non plus affronter les regards, dire à tout le monde ce qui se passe. Il faut quand même, il faut garder sa dignité. Il faut garder sous le pagne ce qu'on vit. Voilà. C'est sous la peau que ça se passe. On ne dit rien. On porte un sourire, mais même quand ça va mal. Même quand ça va mal, oui. Le cas de Cocotte. Alors, à travers le personnage de Cocotte, est-ce une réalité que vous souhaitiez traduire? Est-ce que vraiment Cocotte incarne une certaine réalité au sein des sociétés, notamment en Afrique? Oui, je ne connais pas tous les pays d'Afrique, mais je peux parler du Congo et du Cameroun. Au Congo, j'ai rencontré Cocotte, au Cameroun aussi. Mais je parlerai de Cocotte que j'ai rencontré au Congo. C'était il y a plusieurs années. Je suis journaliste, comme vous le savez. Je suis la correspondante du magazine panafricain Amina au Congo. Et dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré des jeunes filles qui m'ont dit qu'elles se prostituaient. C'était sur la plage de Pointe-Noire. Elles avaient entre 17 et 21 ans. Elles étaient 5. Je leur ai demandé pourquoi elles se prostituaient et elles m'ont dit que c'était une façon de gagner leur vie. Je leur ai demandé si elles ne pouvaient pas faire autrement, apprendre un métier. Elles ont éclaté de rire. Elles m'ont dit entre gagner 50 000 francs par mois et gagner 75 000 francs par jour, c'est clair que il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas match comme on dit. Elles ont opté donc pour la prostitution. Et puis il y a celle de 21 ans qui m'a expliqué un peu comment c'était difficile et qu'elle avait parfois envie d'abandonner et qu'elle s'en était ouverte à son père qui lui a dit si tu abandonnes, si tu laisses tomber ce que tu fais, je te renierai. Tu sortiras de ma maison. Parce qu'en fait, la famille ne pouvait plus se passer de cet argent-là qu'elle ramenait à la maison. Facile, oui. Et donc, il y a beaucoup de parents comme ça qui ferment les yeux, qui disent rien, parce que, effectivement, ça rapporte. Parce que les filles, ces petites filles-là sont devenues les piliers de la maison. C'est vraiment... Les breadwinners, comme on dit en anglais. Exact. Comme vous le dites, il y a tellement de dégâts collatéraux. Le chômage rampant dans le pays, les parents qui se retrouvent au chômage, enfants qui deviennent des objets que l'on peut, par lesquels on peut essayer de gagner quelque chose. Vous parlez aussi de ces enfants qu'on met à la porte quand le parent ne peut plus. Il dit bon, allez, prends la porte. Vous parlez également de la thématique de l'homosexualité. Est-ce que c'est pour quelque part mettre en relief la répression qu'il y a autour? Parce que le personnage concerné dans le roman, par la thématique, a une forme d'invisibilisation. Vous voyez, vous n'en parlez pas trop, voilà, c'est l'épisode en prison, tout ça. Donc j'ai trouvé qu'il y a une forme d'invisibilisation du personnage qui est concerné par cette thématique de l'homosexualité. C'est de votre part, c'est exprès ou alors c'est une façon subtile de dénoncer les pressions que subissent ces personnes effectivement marginalisées? L'homosexualité, on en parle beaucoup ces dernières années. Et moi, j'en ai entendu parler, j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels quand j'habite au Japon. C'est assez courant là-bas de rencontrer des personnes efféminées qui sont effectivement homosexuelles. C'est aussi courant dans les prisons. Avant d'écrire le silence des infortunes, j'ai été plusieurs fois dans les maisons d'arrêt, à la prison, et j'ai vu les personnes emprisonnées qui m'ont fait quelques révélations. C'est parfois des personnes qui arrivent, elles n'arrivent pas avec ce penchant-là. Mais il y en a qui le deviennent là.
Il y en a qui arrivent avec ce penchant, il y en a qui ne l'ont pas. Mais c'est quelque chose qu'on découvre en prison. C'est une pratique, je pense, assez courante dans les prisons. Est-ce l'ennui? Est-ce la fatigue? Est-ce le fait de ne pas avoir son ou sa partenaire avec soi qui fait qu'on se livre à ces exercices-là? Oui, j'ai voulu juste en parler dans le cadre de la prison. Parce que je me suis arrêtée à ce niveau-là, tout simplement. C'est voulu, voilà, c'est comme ça, c'était juste dans le cadre de la prison, pour dire qu'il y a ça aussi, pour dire qu'on peut arriver, on peut être... Ça fait partie toujours des dégâts collatéraux. Vous voyez, juste pour Cocotte va, jusqu'où la fermeture de l'usine va amener Cocotte. Elle va quitter une maison douillette, un confort, un quartier malfamé, puis se retrouver en prison après le meurtre du député, puis subir tout ce qu'elle a subi en prison. Voilà. Elle n'a pas choisi vraiment d'être à cet endroit-là. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas choisi l'homosexualité, mais qui la subissent. Donc j'ai voulu parler de cette homosexualité qui est subie. Alors, pour revenir aux femmes, aux trois mamans, vous dites à un moment, en page 50, être femme à Bonabel. Donc, en page 50, je vais vous laisser nous le lire. Être une femme à Bonabel, page 50. D'accord. Alors, être une femme à Bonabel, c'est être détentrice d'un début de solution à l'ensemble des problèmes. Même avec très peu, elle a l'obligation de transformer une modeste somme d'argent en 3 repas par jour. Être femme à Bonabel, c'est évaluer, prévoir, calculer, anticiper, décider, agir, être solidaire. C'est ça les femmes. Et pas seulement les femmes de Bonabel, mais moi aussi, je prévois, j'évalue, j'anticipe. Et je suis solidaire quand il le faut. Alors, la femme de Bonabel, les femmes de Bonabel que nous avons ici, c'est Tantine Émilie, Tantine Asta, Tantine Emerencia. Elles sont solidaires parce qu'elles ont très peu. Elles sont solidaires parce qu'elles sont dans une espèce de sororité. Elles sont dans une relation qui font que, voilà, il y a cette solidarité-là qui est née, il y a cette compassion-là qui les lie, il y a cette volonté-là de s'entraider. Au début de l'histoire, quand le papa de Cocotte se volatilise, parce que bon, il n'est pas parti, il n'a pas pris congé. Hein, on peut pas dire qu'il est parti parce que quand on part, on dit au revoir, il y a une date de départ et une date de retour à la maison. Mais là, on n'a pas de date, donc il s'est volatilisé. Donc quand ça arrive, il y a une chaîne de solidarité qui va s'organiser autour de la petite famille. Il y a les tantes, les oncles qui vont apporter des vêtements, à manger, du riz, du lait, du sucre, un peu de poulet, un peu de viande. Mais très vite, ils vont se fatiguer. Ils vont dire, écoutez, nous aussi, on a des problèmes. Il n'y a pas que vous. Débrouillez-vous, apprenez à vous débrouiller. Et de toute façon, les filles sont grandes maintenant, elles peuvent se marier et tout, mais c'était pas vrai. Elles sont encore très jeunes. Et donc, quand elles sont chassées de la maison familiale par la famille paternelle, Emerencia et ses filles vont se retrouver dans ce quartier de Bonabel où les femmes ont très peu. Les pauvres sont très solidaires. Hein. Les pauvres sont solidaires. Donc elles vont se mettre ensemble pour braver le quotidien, ce quotidien qui est dur. Un peu de sel, tu as un peu de sel, tu passes à l'autre, tu as un peu de farine, tu donnes à l'autre, ainsi de suite. Jusqu'à ce que voilà, ça devienne une forme de vie. Les mamans de Bonabel doivent prévoir, elles doivent anticiper parce qu'elles ont très peu. Elles ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Voilà. C'est toujours très peu pour beaucoup de bouches. Très peu d'argent pour beaucoup de personnes à nourrir.
c'est ainsi que la maman de Cocotte est devenue une véritable jongleuse. Elle est devenue créatrice en matière de gastronomie. Elle fait elle prépare des feuilles de patates avec de la carcasse de poulet, avec des restes des invendus sur le marché. C'est des femmes qui vont faire le marché le soir. Elles achètent tous les restes de la journée. Tout ce qui n'a pas pu être vendu, écoulé dans la journée, c'est ce qu'elles achètent pour préparer à leurs enfants. Donc c'est un peu ça. C'est des femmes qui ont des calculatrices dans la tête. Voilà, aujourd'hui on va faire ci, demain, voilà. Elles prévoient, elles anticipent. Prévoyantes, oui. Prévoyantes. Alors, vous faites aussi un clin d'œil à... J'ai découvert le mot d'ailleurs. Vous faites un clin d'œil aux grands-mères. Les grands-mères, vous dites les Bayam Selam. Qui sont-elles? Les Bayam Selam. Oui. Les Bayam Selam, alors Bayam, c'est acheter en pidgin. En pidgin. Le pidgin, c'est l'argot, c'est l'argot, voilà. C'est une forme d'anglais qui est parlée au Cameroun et au Nigeria. Alors Bayam, ça vient de Bay. Yeah. Selam, ça vient de sell. De vendre. Buy and sell. Voilà. Dans les Bayam Selam, ce sont des femmes, ce sont des revendeuses de produits vivriers. Ce sont des femmes qui vont dans les villages pour acheter des produits vivriers qu'elles viennent écouler sur le marché. Ce sont des battantes, hein. Ce sont des femmes qui font tourner l'économie dans nos pays. Ce sont des femmes qui, si elles sont absentes, alors on ne mange pas. Ce sont des braves femmes. Et donc la grand-mère de Cocotte, la mère de sa maman, était une Bayam Salam. Et c'est en prison quand Cocotte prend conscience de sa condition, quand elle est en tête à tête avec elle-même en prison et qu'elle cogite, après avoir lu Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski, il y a comme une renaissance. Elle se met à réfléchir, elle pense à elle, à sa famille, elle se demande pourquoi sa maman ne s'est pas battue comme sa grand-mère. Pourquoi sa maman a préféré la facilité, c'est-à-dire attendre que sa fille rapporte de l'argent à la maison. Et c'est ainsi qu'elle pense à sa grand-mère qui se réveillait très tôt à l'aube et qui partait dans les villages voisins pour acheter des produits qu'elle venait vendre sur le marché. Voilà. Vraiment, oui. Bon clin d'œil. Hein. L'injustice sociale est omniprésente dans votre œuvre. Selon vous, la littérature a-t-elle un rôle à jouer pour éveiller les consciences? La littérature a plusieurs fonctions. Elle divertit, elle interpelle, oui, elle éveille des consciences parce qu'on ne sort jamais indemne d'un livre. Hein. On retient toujours quelque chose. Et ensuite, pour certains, on peut passer à l'action. Nous prenons la plume pour raconter, comme je disais tantôt, pour dire que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc c'est ça le rôle de la littérature, le rôle de l'écrivain, c'est de divertir, de dénoncer, d'éveiller les consciences. Voilà. Qui sait, peut-être que demain, on reviendra sur ce procès qui n'est pas encore terminé. Le procès de l'industriel camerounais contre la multinationale agroalimentaire toute puissante. Il y a des personnes qui sont, parmi les employés, il y en a qui sont morts d'AVC. Il y a des dizaines et des dizaines d'élèves qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Il y a des familles qui ont été malmenées, maltraitées. Donc voilà, celui qui lit Le silence des infortunes peut agir d'une manière ou d'une autre. D'une autre, oui, on comprendra bien. Et alors, tout au long du livre, il y a un motto, hein, il y a une phrase que je n'ai pas arrêté de lire, hein, que vous avez maintes fois répété. Un jour, tu seras seul dans le grand livre du silence.
Parlez-nous un peu. Ça sonne comme un leitmotiv, comme une prophétie. En fait, c'est la prophétie. C'est le père qui le répète à Andela. Vous savez, en Afrique, on dit que les parents sont les dieux sur terre. Était-il habité par... qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce papa-là qui voyait en Andela celle qui allait sauver la famille. Et Andela, effectivement, elle va se retrouver seule dans le grand livre du silence. Parce qu'une fois que sa sœur est emprisonnée, le père n'est pas là. La sœur, qui était devenue le chef de famille, est emprisonnée. Andela se retrouve seule avec ses 2 petites sœurs et sa mère. Se retrouver seule dans le silence, c'est affronter les difficultés qui vont se présenter seule. C'est traverser une forêt seule. C'est escalader la montagne toute seule. C'est enjamber des rivières toute seule. Andela va le faire parce que celle qui était là pour le faire n'est plus là. Mais Andela, elle va le faire à sa manière. Andela ne va pas se prostituer. Elle va travailler dans une pharmacie. Elle va aider au rangement des médicaments dans une pharmacie. C'est comme ça qu'elle va gagner, sa vie. Et elle va exceller. Elle va s'occuper de sa mère et de ses petites sœurs. Et Cocotte, en prison, se rend compte que l'issue n'est pas la prostitution. Qu'on peut se débrouiller autrement. J'espère la rencontrer à sa sortie de prison. Cocotte. Wow. Et surtout, je voulais rajouter justement, Andela se rend compte, effectivement, elle travaille dans la pharmacie, mais surtout, elle s'est rendue compte qu'il faut exceller dans ses études, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle est bonne élève, elle excelle dans ses études, et puis voilà. Elle est bonne élève. Et même Cocotte était très bonne élève. Quand elle a dû se retirer de l'école pour travailler. Et même les autres prostituées aussi. Il y a Diamant Brut. Et c'est des élèves, c'est des filles qui font bien c'est des filles intelligentes, mais qui ont dû abandonner leurs études parce qu'elles se sont retrouvées face à des situations qu'elles devaient régler et que personne d'autre ne pouvait résoudre. Et elles se sont retrouvées face à des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Écoutez, elles ont dû faire ce choix difficile là. Oui. Ah là là, vraiment, on se régale. Moi, vraiment, je me suis délectée. Parce que votre écriture aussi entre sobriété, puissance évocatrice, un style qui se distingue à la fois, c'est vrai, je dis elle est sobre, mais elle est profondément évocatrice. Pourquoi? Parce que vous maniez avec finesse la concision, la suggestion, vous laissez souvent le non-dit renforcer l'émotion. Et puis, on est là, le mystère des situations, on est là, on lit. La prose, mais on sent une poète. On sent vraiment une poète. Déjà, je me disais, mais j'allais lui demander, comment travaillez-vous votre style? Oui. Alors, mon style, vous savez, on a toujours du mal à parler de soi-même. Oui. Mais pour les jeunes, ceux qui vont lire ce livre, auront besoin d'un petit conseil. Comment elle fait pour travailler son style? Il faut beaucoup lire. Pour écrire, il faut beaucoup lire. Et moi, avant l'acte d'écriture, il y a toujours cet acte de lecture. J'ai lu Mariama Ba, Une si longue lettre, quand j'étais très jeune. J'ai lu Abdoulaye Sadji. J'ai lu... ils sont nombreux. Camara Laye, Abdoulaye Sadji. Récemment, je lisais encore Franck Etienne. Et j'ai lu... beaucoup de poètes, Irago Diop, et tout. Donc, et c'est un peu ça. J'ai commencé par la poésie aussi. J'ai commencé par la poésie. Avant les Calebasses brisées, j'avais écrit un petit recueil de textes qui est passé presque inaperçu. Et je me sens bien dans la poésie. Vous savez, même
en Ewondo, ma langue au Cameroun, il y a beaucoup de poésie. On ne nomme pas toujours la chose. On, Oui. c'est esquissé, et puis la personne qui lit doit comprendre. Il y a beaucoup de métaphores, et voilà, on ne dit pas toujours la chose. Vous savez, quand on va aux toilettes chez nous, on dit pas je vais aux toilettes, on dit je vais derrière. Je vais derrière le manguier. Je vais me soulager derrière le manguier. Je vais. Donc, c'est un peu ça. Ah là là. Ça vient un peu de là. Oui. Mesdames et messieurs, je vous rappelle donc Nicole Mbala, Le silence des infortunes. Il est à lire. Vraiment, on se régale. Regardez. Il paraît tout petit à faire, mais il y a tellement de thèmes là-dedans. Et c'est écrit, mais c'est une poète. C'est une poète. Comme je l'ai dit, c'est sobre, c'est évocateur. Ça nous entraîne complètement dans les méandres de l'âme humaine. Parce qu'on voit de tout, il y a le négatif, il y a le positif. Ça se solde, c'est vrai qu'on assiste à tous ces déboires, mais ça se solde par un appel à l'espoir, à la lumière. Hein? C'est vraiment ça. J'espère quand même que vous avez aimé cette poésie-là. Bien sûr. Parce que je dis toujours que la poésie, on vit avec la poésie. Quand le matin on se réveille, il y a la lumière du jour, on est toujours émerveillé par tant de beauté. Et puis, nous, on a toujours envie de dire que même quand il y a de la laideur, il y a de la beauté quand même. C'est ça. Oui, dans tout ce qui se passe, même dans la vie de cocotte, il y a une certaine beauté. Oui. Quand même, voilà. Et le poète, il va toujours pêcher dans le caniveau, le plus beau. Il va, même le diamant, quand on le voit, il est d'abord tout noir, et puis après, il faut le nettoyer, il faut le polir pour en sortir du diamant. Donc c'est un peu ça aussi la poésie. Hein. Le rôle du poète, c'est d'aller pêcher de l'or dans le caniveau. C'est beau, il y a de beaux passages. Je ne sais même pas, je ne savais pas lequel lire, mais c'est parce qu'ils sont tellement, tous sont. Hein. Là, j'ai le dernier en page 155, en parlant de Bonabel, c'est Andela qui, à son tour, parle. Elle parle de ce Bonabel là. Les aboiements des chiens se mêlent aux cris des enfants. Comme tous les autres jours, la vie à Bonabel, en pagne, en sandales de caoutchouc, en pantalon, va et vient, gesticule et fort. Il y a des passages comme ça, comme je le disais, vous ne dites pas les choses, mais vous maniez la finesse, voilà, la concision, la suggestion, on est là, voilà. Et ça renforce effectivement l'émotion. Ça renforce l'émotion. Moi, j'aimerais bien lire un petit passage, page 139. Moi, j'ai pas la version que vous avez. Hein. Oui. Donc, ça pourrait être 138 chez vous ou 140 chez vous. D'accord. Je regarde. Ça commence là. Il pleut. Vous êtes là? Oui, je l'ai. 139. D'accord. Alors, j'aime bien je l'ai noté. Le deuxième paragraphe. Derrière les barreaux, je médite ma honte et mon désespoir, avec la musique de mon cœur pour toute compagnie. Peu importe le moment, à chaque fois que je regarde la pluie à travers les barreaux, je me sens envahi de paix. Il tombe du ciel une eau cristalline qui lave la terre et les cœurs. Magnifique. Magnifique. Vous voyez ça? Oui. Elle est dans sa prison, mais il y a une paix qui l'envahit quand elle regarde la pluie à travers les barreaux. Oui. Elle regarde cette eau-là qui tombe, qui est cristalline, qui lave la terre et les cœurs. Et elle est en paix, magnifique. Elle se sent en paix. Oui. Pourtant, elle est en prison. Dans la poésie, c'est un peu ça. La poésie, elle vient nous apporter la paix. Oui, exact. Même si elle ne transforme pas nos vies, même si elle ne peut rien contre
la guerre, quand les armes s'élèvent un peu pas, quand les armes se lèvent, quand il y a des cris, quand ça ne va pas, elle ne peut rien, elle ne peut pas arrêter la guerre par exemple, mais elle peut apporter cette petite paix-là, elle peut apporter une petite éclaircie transformatrice à l'instant même. Et oui, c'est ça la poésie. Elle illumine, elle apaise. Elle apaise. Elle illumine, oui. Exact, exact. Ah là là, vraiment, vraiment super. Donc alors, Nicole, vous dites aux personnes qui nous regardent où se procurer ce livre. Le livre est disponible aux éditions Les Lettres Mouchetées, dont les lecteurs peuvent se le procurer en tapant juste lettremouchetées.com. Mais il est disponible sur Amazon, à la FNAC. Oui, oui, on peut passer sa commande à la FNAC ou dans n'importe quelle librairie et peut-être qu'il faut attendre un peu plus quand on ne passe pas par la maison d'édition, mais on peut se le procurer. Ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada, pour eux, l'attente est un peu plus longue que ceux qui sont en Europe. Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous invite donc à découvrir ce récit intense où chaque silence pèse comme un cri étouffé. À travers le personnage de Cocotte, qui a un destin effectivement brisé, Cocotte c'est l'héroïne, l'auteur dépeint avec finesse la violence cachée. Non seulement la violence cachée, mais également les non-dits oppressants. Et il y a aussi la résilience d'une femme en quête de lumière. Donc, découvrez Le silence des infortunes de Nicole Mbala. Madame Mbala, un grand merci à vous, un grand merci. Si vous avez le mot de la fin, peut-être à passer aux personnes qui nous regardent avant qu'on se dise au revoir. Je dirais simplement merci. Merci à vous, Judith, pour l'invitation. Merci aux lecteurs, aux futurs lecteurs, aux lecteurs potentiels, à tous les lecteurs potentiels du silence et des infortunes. Quand on écrit, c'est pour... écrire, c'est tisser des mots. Ce sont des mots qui partent d'un cœur vers un autre. Donc, on écrit toujours pour les autres. On écrit, comme je l'ai dit tantôt, pour dire que quelque chose s'est passé quelque part. C'est écrit avec beaucoup de poésie, comme vous l'avez dit, parce que la poésie, c'est quelque chose qui nous habite. La poésie, elle est là. Elle est là avec nous, toujours. Voilà. J'ai voulu raconter cette histoire qui m'a touchée et j'espère que elle touchera d'autres personnes aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie, vraiment, merci. Merci, merci. Et on se dit donc à très bientôt. Merci à vous, Nicole. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter l'auteur qui nous a super bien expliqué l'essence même de son récit. Alors, c'est un roman puissant qui plonge le lecteur dans les abîmes de l'existence humaine, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une renaissance, d'un renouveau. Parce que l'héroïne Cocotte, malgré tout ce qu'elle traverse, voilà, vous allez voir, elle se retrouve dans un milieu carcéral, tout ça. Voilà, malgré tous ces déboires, elle nourrit toujours cet espoir parce qu'au devant, elle veut voir la lumière. Voilà, le silence des infortunes. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous voulez nous encourager.